C'est sous Emmanuel Macron qu'il y a eu lieu le grand confinement. C'est quand même, quand on y pense, le mec qui a dit En Marche, on s'est retrouvé à fliquer les gens sur leur palier. Les gens, vous verrez très souvent des gens de droite citer des gens de gauche, très peu des gens de gauche citer des gens de droite. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Antonin pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, le format d'interview débat où on reçoit des personnalités engagées. Aujourd'hui, on est avec Eugénie Bastier. Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Eugénie Bastier, vous êtes journaliste, essayiste au Figaro. Vous avez publié en 2016 Adieu Mademoiselle, la défaite des femmes. Et plus récemment, en 2018, Le port émissaire, terreur ou contre-révolution. Et vous publiez là en 2021 La guerre des idées. Alors je vais commencer avec une question assez naïve. Pourquoi publier ce livre et quel est le but de ce bouquin ? En fait, je voulais faire un peu un état des lieux de la vie intellectuelle aujourd'hui en France, parce qu'il me semble qu'on a du mal à comprendre où on en est. Beaucoup de choses ont bougé depuis dans ces 20 dernières années, et notamment, ce qui m'a frappé, c'est que dans le débat public, coexistent des discours complètement opposés. C'est-à-dire que d'un côté, on a la gauche qui dit la droite a gagné la bataille des idées, entre guillemets, les réacs ont gagné la bataille des idées, ils sont partout, c'est eux qui imposent leur thème dans l'actualité. De l'autre, on a la droite qui dit la gauche hégémonique, elle a gagné la bataille des idées. On a des libéraux qui disent finalement la France est un pays étatiste, socialiste, etc. Mais les étatistes disent qu'on vit dans un pays ultralibéral, que le néolibéralisme a gagné. Et donc en fait, ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde revendique d'avoir perdu la bataille des idées et personne ne revendique de l'avoir gagnée. Et donc j'ai essayé un peu d'y voir un peu plus clair dans ce livre. Et le deuxième sujet qui m'a intéressé, qui me semble aussi au cœur de l'actualité, c'est la question de la liberté d'expression. Parce qu'effectivement, on a aussi là aussi deux discours. D'un côté, ceux qui disent que on peut plus rien dire, que le politiquement correct est partout, et de l'autre ceux qui disent que les paroles c'est libéré, etc. Et donc j'ai essayé d'y voir plus clair. Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce qu'on pouvait dire davantage de choses avant qu'aujourd'hui, etc. Qui a vraiment gagné la bataille des idées ? C'est un peu tout ça que j'ai essayé de tirer au clair dans ce livre. Et vous avez trouvé ? Et la réponse, comme pour beaucoup de questions, c'est compliqué. Parce que en fait oui, je pense pas que la droite ait gagné la bataille des idées. Elle a progressé dans l'opinion, ça les sondages le disent. Quand on interroge les Français, ils sont majoritairement à droite. Ils se placent eux-mêmes spontanément à droite. Et la gauche n'a pas tort de dire, elle l'avoue elle-même, qu'elle a perdu la bataille des idées. Mais j'ai envie de dire, la droite, elle a plutôt gagné la bataille du réel, entre guillemets, parce que c'est finalement le réel qui a fait qu'on a recommencé à parler, par exemple, des frontières, de l'idée de nation, des idées qu'ont abandonné la gauche, en fait. Parce que c'est la gauche qui a inventé la nation. Mais aujourd'hui c'est la droite qui la défend. Toutes les questions de l'islam, de l'immigration, etc. sont revenues devant la scène, et donc effectivement il y a un certain discours de protection, de limite, de retour de l'État-nation, du retour de la frontière qui est revenu dans le débat public. Et souvent, une certaine gauche, au lieu de faire son aggiornamento, comme elle l'a fait par exemple sur d'autres sujets, préfère dénoncer l'adversaire, faire des listes, plutôt que mettre à jour son propre logiciel. Est-ce que le but de ce livre, finalement, c'est pas de montrer que la droite est de retour ? C'est ce que dit, encore une fois, beaucoup d'intellectuels de gauche disent la droite est de retour. Il y a encore un livre qui est sorti récemment de Philippe Curcuf qui dit comment l'extrême droite a gagné la bataille des idées. Je crois que c'est... En effet, il y a un retour d'intellectuels de droite, d'éditorialistes de droite, de journalistes de droite dans le débat qu'on avait finalement qu'il n'y avait pas auparavant, parce qu'il y avait une sorte de pensée unique. Donc aujourd'hui, il y a davantage de pluralisme, notamment dans les médias. On voit qu'il y a des chaînes d'infos continues, des journaux qui assument beaucoup plus le fait d'être de droite, etc. Donc il y a un retour d'une forme de pluralisme. Par exemple, si on regarde l'université, les universités, elles restent hégémoniquement de gauche. On le voit avec toutes la progression des gender studies, des études sur la race, etc. Il y a des chiffres pour dire que l'université est de gauche aujourd'hui ? Oui, il y a des chiffres. Par exemple, il y a un livre qui est sorti en 2015 qui s'appelle « Que pensent les penseurs ?» et qui montre qu'ils ont interrogé les universitaires pour leur demander comment ils se plaçaient sur l'échiquier politique. Et 76% des universitaires répondaient qu'ils étaient de gauche, dont une part très importante, 35-36%, révolutionnaires. Et seulement 1% des universitaires disaient qu'ils étaient conservateurs. Donc on voit quand même qu'il y a un décalage par rapport au reste de la population. Est-ce que c'est la gauche qui influence la société ? Enfin, est-ce que c'est l'université qui influence la société ? Je pense qu'aujourd'hui, l'université, elle est un peu en décalage avec ce qui se passe dans la société. Elle s'est un peu renfermée justement sur elle-même, sur son Parce qu'aujourd'hui, est-ce que justement, c'est pas les chaînes d'infos qui sont plutôt à droite, plutôt réactionnaires, qui vont justement avoir une vraie influence sur la société ?
C'est une vraie question. Je pense que c'est un écosystème, comme l'a très bien dit Régis Debray dans son livre magistral qui s'appelle Le pouvoir intellectuel en France. Il y a 3 pouvoirs. Il y a celui de l'université, celui des médias et celui des écrivains. Et ces trois pouvoirs s'articulent. En fait, on a, à un moment de l'affaire Dreyfus, qui est un peu la naissance du mot intellectuel et de l'idée de l'intellectuel à la française, c'est-à-dire l'intellectuel qui s'investit dans le débat d'idées, c'est vraiment le triomphe de l'affaire Dreyfus, donc en 1898, le triomphe de l'université sur les écrivains, où les universitaires se mettent à défendre Dreyfus, etc. Ensuite, on va avoir le pouvoir médiatique à partir des années... après, il y a le pouvoir éditorial, de la maison d'édition. Et donc de tout gauche, au long du XIXe siècle, qui a été... Les intellectuels, c'est historiquement de gauche. Oui, en fait, depuis l'affaire Dreyfus, c'est vrai que les intellectuels sont plutôt de gauche. Et ça s'explique de plusieurs manières, je pense. Ça s'explique aussi le fait que la gauche a un penchant plus vers l'abstraction, vers la théorie, parce qu'elle veut changer le monde. Là où les libéraux ou les conservateurs prennent un peu le monde tel qu'il est, ils préfèrent les libéraux parce qu'ils croient à l'ordre spontané des choses et au fait finalement de la main invisible, donc finalement la nature telle qu'elle est, et les conservateurs parce qu'ils protègent la coutume ou la tradition, le monde tel qu'il est, tandis que la gauche, les progressistes notamment, veulent changer le monde, donc ils ont cette espèce de grille de lecture, de théorie. C'est la Révolution française par exemple, ou avec les philosophes des Lumières, où on a un programme en fait intellectuel qu'on va mettre en œuvre. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui fait qu'il y a un biais qui fait qu'il y a plus d'intellectuels de gauche. Et après, je pense qu'il y a un phénomène aussi de reproduction, d'endogamie, c'est-à-dire qu'on voit par exemple que beaucoup d'universitaires sont des enfants d'universitaires ou de professeurs, etc. Et d'ailleurs, la droite aussi est responsable. Moi, quand je vois des gens de droite qui se plaignent que les universitaires ou les professeurs soient de gauche, je leur dis, mais est-ce que vous poussez votre enfant à devenir professeur ? Mais Non. chacun finalement reste dans En général, les gens de droite veulent que leurs enfants fassent des écoles de commerce, qu'ils soient dans l'entreprise, qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ont complètement délaissé les métiers de la transmission, que ce soit le professorat ou même les métiers artistiques, c'est-à-dire que on ne veut pas que ses enfants fassent du théâtre, du cinéma, etc. Donc la droite a une responsabilité aussi parce qu'elle a longtemps un peu délaissé le champ intellectuel. Donc vous dites aux gens de droite, investissez le champ intellectuel. En tout cas, ou arrêtez de vous plaindre que les intellos soient tous de gauche, c'est-à-dire, ou alors poussez vos enfants à faire des carrières intellectuelles. Quelque chose qui me frappe aussi dans ce que vous dites, notamment dans le bouquin, vous scindez en deux aujourd'hui le camp idéologique entre les relativistes, ceux qui disent on peut dire finalement chacun sa vérité, accepter finalement que d'autres personnes pensent d'autres choses que ce qu'on pense, et les intolérants, ceux qui justement vont être plutôt intolérants aux idées des autres, etc. Mais à partir de quel moment on peut dire qu'une opinion est une opinion et qu'elle n'est pas une vérité ? Ça, c'est un débat philosophique. Mais en fait, j'observe que finalement notre débat public il est traversé par cette contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois nous sommes même collectivement dans une société totalement relativiste, c'est-à-dire que c'est tu as mon opinion, j'ai la mienne, et finalement chacun son opinion. C'est un truc, c'est peut-être le lieu commun de l'époque par excellence, et qu'on enseigne d'ailleurs. C'est Alan Bloom qui dit ça dans L'âme des armées, un universitaire américain. Il dit le premier geste qu'on enseigne aux enfants à l'école, c'est le relativisme, c'est-à-dire respecte chaque opinion qui est différente, chacun a son opinion. Et en même temps, une extrême intolérance à l'opinion d'autrui qu'on voit aujourd'hui avec des phénomènes comme la cancel culture ou ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire à la fois, voilà, j'ai ma vérité, mais ma vérité ne saurait être bousculée et ne saurait être remise en question. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de remettre en question ma vérité. Oui. Et donc, on combine les deux à la fois. Et je crois que pour moi, la vérité... je ne suis pas relativiste. Je pense qu'il existe une vérité qui a des faits, mais que personne ne la détient entièrement. C'est-à-dire qu'on a peut-être chacun un bout de vérité. Et c'est pour ça que j'essaie... Alors évidemment, j'ai des opinions, des convictions qui ont été étayées et je pense qu'elles sont vraies, sinon je n'y croirais pas. Mais disons que quand j'ai une conviction, j'essaie de me mettre à la place de l'autre, de voir si finalement, du point de vue là où il n'a pas un angle de vue différent. Enfin, j'essaie de comprendre un peu l'autre et je pense que effectivement, la vérité, on ne détient jamais entièrement tout. Enfin, un camp ne détient jamais entièrement la vérité. Et il y a par exemple, je sais pas, si on prend n'importe quel sujet... je sais pas, si on prend par exemple le sujet de l'immigration, certains vont dire que on est tous déchirés, quoi. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'il faut aider les migrants, ils ont raison, et ceux qui disent qu'il faut protéger la nation, ils ont raison aussi. Et simplement, c'est le choix du politique, c'est de hiérarchiser les priorités, etc. Mais et je pense et c'est ça que j'aimerais qu'on restitue dans le débat public aujourd'hui, c'est la possibilité finalement de
d'octroyer à l'adversaire une part de raison et même de penser deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on est tous déchirés. Mais l'intolérance, du coup, elle est des deux côtés. Quand on parle de l'immigration, ceux qui veulent protéger absolument la nation et ceux qui sont contre, non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un phénomène d'intolérance aux opinions qui, à mon avis, est un peu plus prégnant à gauche, dans le sens où il y a une espèce de conviction de pureté idéologique à gauche qui consiste à dire, finalement, justement, nous détenons la vérité entièrement, absolument, et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, non seulement ils sont dans le faux, mais ils sont dans le mal, et il faut les faire taire. Alors que j'observe, en tout cas, qu'à droite, il y a moins ce phénomène-là, c'est-à-dire que les gens par exemple, nous, Figaro, ça nous arrive d'interviewer des gens de gauche. Je suis pas sûre que au Monde, on interviewe beaucoup de gens de droite. Vous verrez très souvent des gens de droite citer des gens de gauche, très peu des gens de gauche citer des gens de droite. Il y a une espèce d'hostilité au pluralisme, et d'ailleurs, c'est Simone de Beauvoir qui disait justement, la vérité est une, l'erreur est multiple, il n'est guère étonnant que la droite soit pluraliste, avec un mépris, en disant finalement la droite est dans l'erreur, donc c'est normal qu'elle soit pluraliste, parce qu'elle est relativiste. Et je pense que ça s'explique par cette espèce de peur. Non, mais il y a ce goût pour l'abstraction et l'esprit de système qui est très présent à gauche, alors que je dirais que la droite est peut-être plus empirique, plus dans le je vais pas dire le concret, mais et moins dans cet esprit système idéologique où finalement on a tellement d'esprit de système que la moindre faille doit être traquée, et cette idée finalement on va traquer les déviants qui s'éloignent de la ligne du parti, c'est quelque chose qui est présent à gauche depuis la Révolution française, en fait, hein, quand on regarde ce qui s'est passé pendant la Terreur, puis pendant le communisme. Est-ce que c'est pas l'après-guerre, justement, qui fait avoir le prisme, le fait qu'on ait peur que la droite fasse de l'extrême droite et devienne mais je crois que c'est parti extrême effectivement, moi je crois que ce qui pèse aussi sur notre débat public, c'est une espèce de démon de l'analogie, où on est tout le temps en train de dire les années 30 sont de retour, on a peur que le même revienne, et finalement on est tellement obsédé par les démons du passé qu'on ne voit plus le présent de façon claire. Par exemple, ceux qui comparent l'islamophobie aujourd'hui à l'antisémitisme d'hier, alors que précisément ils ne voient pas qu'un certain islamisme produit justement de l'antisémitisme. Et donc en fait ils sont dans l'espèce ils rejouent le passé. Pour vous, on n'est pas du tout en train de revivre le même chemin. Non, je pense que effectivement, il y a des choses qui se répètent dans l'histoire, mais je pense il faut essayer de saisir la nouveauté du présent, et à force d'être dans cette espèce de peur du retour des années 30, parce que c'est ça qui structure la vie intellectuelle aussi en France depuis 20 ans, 30 ans, cette espèce de peur du retour du fascisme, en gros, et de dire l'engrenage des années 30 va se reproduire, et donc il faut mettre tout de suite le frein maintenant, sinon ça va pas. Je pense que c'est un piège qui empêche de voir les vraies erreurs et qui empêche de débattre des sujets de fond, parce que il y a une espèce d'antifascisme, comment dire, comme disait Orwell, c'est le mégaphone qui tourne qui en boucle, et d'ailleurs après il n'a plus d'effet, c'est-à-dire le jour où le fascisme va vraiment arriver, ça n'aura plus d'effet, parce qu'on aura tellement dit facho à n'importe qui, à n'importe quelle proposition dans le débat public qui propose de contrôler les frontières ou de repenser à nouveau la nation, que déjà ça n'a plus d'effet. Donc on use un mot, voilà, et en plus ça empêche de... C'est ce que je reproche à cette gauche, c'est de penser le débat intellectuel en termes de dérive, en termes de personnes qui ont dérivé, ou qui, plutôt que d'argumenter sur le fond, voilà, on n'est pas d'accord avec vous sur ça, ou là vous exagérez ce point, etc. Dire non, vous êtes un fasciste, vous êtes de l'extrême droite, c'est cette espèce de notion qui paralyse le débat et qui criminalise la pensée. En fait, ce que je reproche, c'est cette espèce de judiciarisation, de criminalisation de la pensée qui empêche d'avoir un débat constructif sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, on vit dans une ère, on va dire, de néolibéralisme. Est-ce que aujourd'hui, le néolibéralisme a sa place à droite comme à gauche, ou c'est quelque chose qu'il faut dépasser Alors, j'ai du mal avec je vois ce qu'on entend par le mot néolibéralisme, et j'ai beaucoup apprécié le livre d'ailleurs de Barbara Stiegler, la philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Il faut s'adapter », qui décrit ce néolibéralisme né pendant le colloque Lippmann, notamment dans les années 30, qui consiste finalement à
c'est une espèce de, comment dire, de faire rentrer l'individu un peu de force dans un moule de mobilité sociale absolue, c'est un peu le macronisme en est une bonne définition. Mais en même temps, ce néolibéralisme, il est très à la peine parce qu'aujourd'hui, effectivement, il ne séduit pas grand-chose. Enfin, je ne sais pas qui se revendique néolibéral aujourd'hui dans la jeunesse, où vous avez des gens qui se disent de droite, des gens qui se disent de gauche, des gens qui adhèrent que ce soit au wokisme ou à la droite, etc., ou au populisme même, des jeunes qui se disent populisme, mais je vois pas beaucoup de jeunes qui se disent néolibéraux. C'est plutôt une idéologie qui a la peine aujourd'hui. Par exemple, si on compare avec les années 90, par exemple, le libéralisme, parce qu'avec la chute du mur, l'effondrement de l'Union soviétique, le libéralisme avait un vent en poupe absolu. C'était chic de se dire libéral. Aujourd'hui, c'est plutôt... je pense que dans votre génération, se dire vous n'avez pas beaucoup de jeunes qui se disent libéraux. Et donc, je pense que le récit libéral, il est à la peine. Et que c'est un peu un truc de boomer, quoi. Et pour le dire vulgairement. Mais paradoxalement, je pense que parce qu'on a un retour de la protection de l'idée, même. Mais Macron n'avait pas d'ordre de dire qu'il y avait un combat entre conservateurs et libéraux lors de la présidentielle, et il mettait d'ailleurs dans le même sac conservateurs de gauche et conservateurs de droite. Et même la gauche aujourd'hui, elle propose beaucoup de garder les acquis sociaux parce qu'ils sont détricotés justement par la mondialisation libérale, etc. Et on voit que la conservation, la protection a beaucoup plus le vent en poupe que le vocabulaire du changement, du mouvement, précisément parce que c'est le parti du mouvement qui est au pouvoir et que du coup la conservation devient finalement le manière de s'opposer. Il y a 5 ans du coup quand Macron a été élu, 4 ans quand il a été élu, c'était le néolibéralisme qui avait le vent en poupe. Je pense que dans ce sens-là, l'élection d'Emmanuel Macron, elle était plus, je dirais pas une erreur historique, mais disons qu'elle n'allait pas dans le sens de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il a peut-être bénéficié finalement de la fin de comète du libéralisme, plus qu'un renouveau ou un retour. Ceux qui ont voulu y voir le triomphe du libéralisme, qui avait enfin réussi à battre les populistes, et on allait terminer la parenthèse populiste parce qu'enfin un jeune président libéral qui allait faire sauter tous les verrous, qui était l'homme du mouvement, du changement en marche, etc. Tout ce vocabulaire très années 90, en fait, années 80-90. Et je pense qu'il avait un peu... et tout ça s'est fracassé avec on peut dire qu'il n'a pas eu de chance, mais il y avait aussi des mouvements de fond. Il y a eu les inégalités liées à la mondialisation qui ont fait exploser la crise des Gilets jaunes, où on a vu finalement que ces classes moyennes inférieures qui ont été complètement... qui sont les grandes perdantes de la mondialisation, se sont révoltées. Il y a eu effectivement l'épidémie de coronavirus qui a remis en question un peu ce logiciel. Enfin, on est passé de la maximisation des possibles à l'autorisation dérogatoire de déplacement. Ce qui est quand même... c'est sous Emmanuel Macron qu'il y a eu lieu le grand confinement. C'est quand même, quand on y pense, le mec qui a dit « En marche », on s'est retrouvé à fliquer les gens sur leur palier. Donc c'est quand même vertigineux quand on y pense dans le retour. Bon, on peut dire qu'il n'a pas eu de chance, mais tout ce discours de l'émancipation individuelle, du mouvement, s'est fracassé face au réel, en fait. Et donc, je crois que dans ce sens-là, l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas du tout marqué un triomphe idéologique. À gauche, certains, même majoritairement des gens de gauche, diraient que Macron est de droite. Est-ce que vous direz que Macron est de droite ? Et sinon, qu'est-ce qui ferait qu'il n'ait pas de droite ? Je pense qu'il a un électorat aujourd'hui de droite qui sait qu'il doit naviguer à droite pour gagner, parce que la population, en effet, l'est majoritairement. Fondamentalement, ce qu'il est, j'ai du mal à le dire. Moi, je dirais plutôt que c'est pour le coup un néolibéral centriste, élitaire, et qui, je pense que par exemple sur tous les sujets sociétaux, il a pas d'avis, ou alors il penche plutôt vers le côté un peu libertaire, notamment que ce soit sur l'euthanasie, la PMA, etc. Donc j'ai du mal à voir en lui quelqu'un de droite. Okay. Je pense qu'il est de gauche dans le sens où le définit Michéa, c'est-à-dire progressiste. Vous parlez aussi des identitaires, notamment à gauche, mais on voit aussi une montée des identitaires à droite, notamment avec récemment la polémique sur Génération Identitaire et cette dissolution. Je voulais vous demander, est-ce que vous soutenez le fait que Génération Identitaire soit dissous ? Non, moi je pense que c'est pas une bonne idée, parce que justement ça fait partie à mon avis de cette judiciarisation du débat, cette criminalisation du débat, parce que
Moi, je suis pas forcément, je suis pas favorable aux agissements de génération identitaire. Je trouve que souvent, ils sont peut-être plus contre-productifs sur les sujets qu'ils abordent, notamment l'immigration. Mais je vois pas d'appel à la haine directe, Enfin, je pense que limite du débat public, ça doit être effectivement l'injure, l'appel à la haine, à la Et le fait discrimination. qu'ils empêchent des migrants de passer dans Oui, mais les ça, Alpes, c'est pas... parce que ouais, mais... c'est un des critères qui a été retenu contre eux, le fait que... Non, ce qui a été retenu pour lui, c'est qu'ils font le lien entre immigration et délinquance. Il me semble qu'on a le droit de dire si on pense qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, que ça ne doit pas être pénalisé par la loi en tout cas, et parce que ça enfin. Et la deuxième chose qui me dérange, c'est qu'on veut faire un espèce de... Enfin, en gros, on a dissous Génération Identitaire parce qu'on avait dissous le CCIF. Je sais pas d'ailleurs si c'était une bonne idée de dissoudre le CCIF. Mais vraiment pour dire, finalement, on renvoie les extrêmes dos à dos et nous, on est au milieu, les centristes qui sont au milieu de la tenaille identitaire. Et je trouve que c'est un peu fallacieux comme raisonnement parce que... Jusqu'à présent, y a pas, on met ces menaces à égalité comme si finalement la menace islamiste et la menace identitaire étaient équivalentes, alors qu'il n'y a pas eu d'attentat du côté de Génération Identitaire. Jamais fait d'attentat, il n'y a jamais eu d'attentat suprémaciste blanc en France. Alors qu'il y a eu des attentats islamistes qui ont été très très lourds en France. Et donc on crée cette espèce de fausse tenaille identitaire en jouant sur la polysémie du mot identité. Et c'est pas la même chose. Au-delà de Génération Identitaire, mais on veut finalement dire qu'il y aurait un péril de ceux qui défendent la culture blanche, entre guillemets, en France, et ceux qui défendent les identités politiques, etc. Je pense que c'est pas pareil, parce que par exemple, ceux qui défendent la France ou l'État-nation français ou la culture française ou même l'assimilation, ils défendent une culture française qui a une dimension universelle aussi, qui n'est pas un repli par exemple sur la couleur de peau ou sur le communautarisme. Au contraire, le cadre national permet souvent d'échapper au communautarisme. Et donc ce faux parallèle, il m'apparaît fallacieux et malhonnête intellectuellement en fait. Et c'est pour ça que c'est ça qui me dérangeait dans ces dissolutions, parce qu'elle établit une espèce de schéma de ce qu'on appelle la tenaille identitaire qui m'apparaît fallacieux et qui n'est pas juste intellectuellement. Et pour vous, la gauche identitaire, que peut incarner des personnes comme Rokhaya Diallo par exemple, et la droite identitaire comme Génération Identitaire, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est... Non, je crois pas, on peut dire c'est la même chose. Est-ce qu'il y en a un qui est... D'ailleurs, moi je suis pas du tout pour interdire de parole des gens comme Rokhaya Diallo. Est-ce qu'il y en a un qui est plus toléré que l'autre aujourd'hui ? Et est-ce que c'est juste qu'il soit toléré ou pas ? Ce qui est sûr, c'est que structurellement, et ça, il y a quelque chose dans le débat d'idées français, on a une plus grande tolérance pour l'extrême gauche que pour l'extrême droite. Ça, c'est une évidence. Et par exemple, quand vous avez quelqu'un comme Alice Coffin qui écrit un livre pour dire qu'elle ne lit pas les livres d'hommes, qu'elle déteste les hommes. Si quelqu'un à droite ou à l'extrême droite écrivait qu'il ne lit pas les livres de noirs et déteste les noirs, il serait immédiatement interdit de librairie, etc. Or là, elle est invitée dans les émissions les plus prestigieuses, c'est son droit. Enfin, moi, je demande pas à la faire taire, mais je remarque quand même qu'il y a cette hémiplégie, parce que finalement, il y a cette idée que à gauche, on fait pas de révolution sans casser les œufs, et que finalement, l'extrême est porteur d'histoire, et que finalement... il faut bien un peu de radicalité de temps en temps pour secouer, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et sauf que la radicalité est dramatisée de façon extrême quand on parle d'extrême droite, c'est-à-dire que finalement on voit le retour des années 30 derrière le moindre slogan de droite, un retour de la nation, etc. Par contre, à l'extrême gauche, ça permet de faire avancer l'histoire parce que ça va dans le bon sens, etc. Et moi, c'est cette hémiplégie que je trouve absolument scandaleuse, parce que d'abord, historiquement, l'extrême gauche a fait autant, voire plus de morts que l'extrême droite. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, les crimes du communisme, et qui sont absolument monstrueux. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de tolérance, parce que c'est, encore une fois, au nom du bien que ces crimes se sont produits. Et donc, on oublie que ce sont des crimes, et que... Et donc, il y a cette espèce de tolérance pour la radicalité, ce que Tom Wolfe, l'écrivain américain, avait appelé le radical chic, quoi. C'est chic d'être radical, d'être d'extrême gauche. C'est infamant d'être... C'est encore chic aujourd'hui d'être d'extrême gauche ? Quand vous voyez la dernière cérémonie des Césars, vous dites que oui, parce que quand on voit on parlait de qui a gagné la bataille des idées, quand on voit par exemple que l'ensemble de l'intelligentsia culturelle, artistique, quasiment communie dans
dans l'extrême gauche woke et les impératifs les plus radicaux de cette extrême gauche-là, on me dit que, enfin voilà, pour le coup, là, il y a un déséquilibre. Vous dites aussi que chacun, on peut résumer, que chacun est dans sa bulle aujourd'hui, que les gens communiquent pas forcément, et via les réseaux sociaux notamment, chacun voit sa propre vision du monde. Nous, au Crayon, justement, on a cet attachement de faire transpercer ces bulles-là, de faire communiquer tout le monde et que tout le monde puisse communiquer. En vous invitant, vous, par exemple, on avait invité Laurent Geoffrin, on a déjà invité aussi Rokhaya Diallo, notamment. Mais est-ce que vous connaissez d'autres endroits, qu'ici, par exemple, où on peut discuter avec plusieurs personnes de bords politiques ou d'opinions différentes? Non, c'est vrai que c'est ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il y a vraiment un phénomène, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, d'archipélisation de la vie intellectuelle. L'archipel français, Jérôme Fourquet emploie ce terme pour définir c'est la France qui est divisée en îlots. En fait, il n'y a plus vraiment de continents, c'est des îlots qui chacun vivent avec leurs propres références, leur propre imaginaire. C'est un peu... on vit dans un Netflix géant, quoi. C'est-à-dire que chacun a ses algorithmes qui lui font voir sa vision du monde. Il n'y a plus le 20h que tout le monde regardait à la télévision ou le film du dimanche soir, quoi. Chacun a sa série, chacun a son... Et c'est un peu pareil en politique. Et en fait, il y a une incommunicabilité des vécus et des visions du monde qui est très grave. Et si je reprends par exemple, pour reprendre l'affaire Dreyfus, le moment où finalement il y a une bataille intellectuelle en France acharnée entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, et les gens se battent à coups de canne au quartier latin, les intellectuels se déchirent, etc. Mais finalement, tous ces gens-là sont allés mourir ensemble en 14-18, sur le front, dans les tranchées. Ils se sont réconciliés, antisémites et juifs, Dreyfusards et anti-Dreyfusards, parce qu'ils sont allés mourir pour la France. Et quand je vois l'état du débat public aujourd'hui, je me dis... pour nous, pourquoi ils vont mourir ensemble? Et c'est ça qui m'inquiète profondément, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus cette idée de France ou de nation qui nous unit tous, puisque dans ce débat public, il y a des gens qui pensent que la France n'existe plus, ou qu'elle est appelée à disparaître, ou qu'il faut la détricoter parce qu'elle est raciste, coloniale, etc. Il n'y a plus finalement de... Je ne trouve pas ce commun qui pourrait transcender nos différences. Et c'est ça qui est très inquiétant, je trouve. Il n'y a pas d'endroit aujourd'hui où on peut en discuter? Et pour en discuter, franchement, on voit qu'il n'y a plus d'espace de débat vraiment pluraliste. Parce que par exemple, vous avez été invité récemment sur France Inter, dans l'émission d'Ali Badou avec Natacha Polony notamment. Est-ce que là, il y a eu de l'espace, ou là encore, France Inter, vous direz que c'est... Non, c'est vrai que là, j'ai pu débattre, c'était intéressant. Mais je pense que ça reste quand même un média de niche assez intello, etc. Je sais pas si... Par exemple, le service public, je trouve avant, il y avait par exemple l'émission de TDI sur France 2, Ce soir ou jamais, où il y avait un vrai espace. TDI, pour le coup, invitait des gens très très différents. Cette émission a disparu. Aujourd'hui, je vois plus trop d'espace de débat. Le service public est de gauche? Vous avez évoqué service public, mais est-ce qu'il est de gauche? Je pense que majoritairement, les gens disent... Oui, on peut dire que la radio publique et la télévision publique penchent plutôt à gauche, ça c'est sûr. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, parce que c'est quand même tous les Français qui financent le service public, qui devrait, à mon avis, être un peu plus pluraliste. Ouais. Pour aller vers la fin, je vais vous poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Quelle est la personne que vous souhaiteriez voir ici à votre place pour un prochain épisode d'Œil pour Œil? Vous pourriez inviter Mathieu Bocoté, qui sort un livre, sociologue québécois, qui est vraiment brillant et qui sort un livre justement sur le retour de la race dans le débat public. Très bien. Mathieu Bocoté, si vous nous regardez. Et dernière question qu'on pose à tous nos invités, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis trace tes contours? Trace tes contours, c'est le slogan du Crayon. Ah oui, trace tes contours, ouais. Là, oui. Moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu individualiste comme slogan. Non mais je pense qu'il faut qu'on se trouve des contours communs, quoi. Il faut pas que chacun trace son contour dans son coin. Si on trace tous nos contours ensemble, justement, on va réunir. Ça va être un peu l'archipélisation, quoi. C'est un puzzle, mais je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver des limites communes. Ok, non mais très bien. Merci beaucoup, Jenny Bassia. De rien, merci de votre invitation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire aussi si vous avez des questions. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. C'était Antonin pour le Crayon. Salut.